final, j'avais vraiment envie de savoir qui c'est ce monsieur. À Bois-Djamé, il y a derrière une forêt dans laquelle il faisait la sortie avec les étudiants. Et donc, il avait demandé aux étudiants d'entrer dans la forêt, de prendre des feuilles, s'ils veulent, de l'écraser. Et à partir de ce qu'ils auront obtenu, il va leur donner le nom de la plante et il ira avec eux-mêmes dans la forêt leur indiquer la plante. Dans la forêt, on a cueilli tous des feuilles. Moi, j'ai même écrasé ma feuille et on est venu. Et par l'odeur, il nous a dit, bon, c'est telle plante. Il a dit le nom scientifique et on est allé jusqu'à même, il nous a montré la plante. Et j'ai dit, oui, effectivement, c'est de cette plante qu'il s'agit. Et donc, vraiment, j'ai été émerveillé et je suis vraiment que c'est vraiment une bibliothèque pour le professeur Akeyassi. Ce sont les collègues enseignants qui disent, il y a un qui dit, quand je vois une plante, la plante me communique toute son identité, que je répète. Mycologues, nous nous intéressons aux champignons supérieurs. Maintenant, au niveau des plantes, on retrouve plus les champignons saprophytiques et ces champignons-là aussi sont consommés par certaines populations. On prend le cas de certains champignons qu'on retrouve sur les plants de palmiers par exemple. Ça, ce sont des champignons saprophytiques. Ils ne gênent aucunement la vie de la plante et ils utilisent le microclimat que la plante leur octroie pour vivre simplement leur cycle de vie. Et puis bon, pour la production de nos capophores, par exemple au niveau des buttes termitiques, c'est-à-dire pour la production des capophores, des champignons qui vivent en symbiose avec les termites, cela se fait dans des milieux bien précis, c'est-à-dire généralement dans les forêts galériées, dans les forêts claires. Ce qui veut dire que si les végétaux n'existent pas, effectivement, il n'y aura pas production de champignons et la diversité des termites aussi risque de prendre un coup. Donc, c'est des domaines qui sont intimement liés et personne ne nous dira le contraire que si, en s'intéressant aux termites, on ne peut pas s'intéresser aux végétaux, puisque chaque fois qu'on fait une étude sur les termites, on est obligé de faire la caractérisation des habitats. Le champignon qui s'appelle communément champignon des termitières a pour nom scientifique Termitomyces chimperi. Les parties comestibles sont le chapeau et la partie du pied jusqu'au collet. Le reste étant subéreux n'est pas comestible. Avec ce champignon, on peut faire n'importe quelle sauce avec. On peut même frire même et manger avec du pain. On peut faire la sauce graine, la sauce aubergine. On peut mettre dans toutes les sauces. C'est comme ça que nous faisons ici au village. Les termites, ils détruisent nos plantations. Quand les graines sortent, les termites rongent ça. Bon, nous avons l'envie de détruire, mais si nous détruisons, nous ne pourrons plus avoir les champignons. Certains disent que la forêt sacrée, c'était un jardin botanique que les parents constituaient parce que là-dedans, il y avait pas mal des espèces et que sur le plan biodiversité, il n'y a pas un endroit mieux que ça. On a pu garder ce bois parce que il y a des interdits. Et il ne faut pas aller contre ces interdits. Si vous allez contre ces interdits, on vous fait faire des choses, des sacrifices. Une fois fini, vous n'avez plus envie de recommencer à faire ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, vous tuez un singe, on va vous faire l'enterrer comme si c'était une personne. Et quand vous avez fait ça, vous avez déboursé des sommes énormes, après vous êtes découragé. Et c'est ce qui a permis de garder ce bois sacré. Professeur, pour vous, la forêt sacrée, c'est vrai que c'est un jardin botanique, mais l'Africain attribue une valeur mystique à la forêt. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y crois. Vous croyez à la valeur mystique de la forêt? Oui, moi je ne contredis pas ça. Hein. Si on me dit ne pas entrer, je n'entre pas.
Les bois sacrés, leur création, leur maintien, ça ne relève pas du hasard. Ce sont les lieux de rites sacrés. C'est là où, si je prends le cas du bois mou, où les masques se préparent, et c'est valable pour d'autres groupes ethniques, se préparent avant d'apparaître en public. Et, bon, ce sont des lieux où les espèces sont intégralement protégées, qu'elles soient végétales ou animales. Et par exemple, c'est souvent le refuge des pythons. Et c'est là où vous trouvez souvent de grands arbres, des arbres centenaires qui ont été préservés. Et là, ce sont des lieux qui intéressent beaucoup les botanistes. Rognier, son nom scientifique, c'est Borassus ethiopum. C'est la famille des aricacées. On dit communément palmier. On les trouve dans tous les types de savanes, depuis le littoral jusqu'au nord. Et jusque-là, on connaissait qu'une espèce de rognier. On a toujours appelé ça Borassus ethiopum. Or, en réalité, il y avait deux espèces qui étaient confondues. Et c'est moi qui ai fait remarquer aux botanistes qu'il y a deux espèces en confusion. Effectivement, il y a un Anglais qui est spécialiste de cette plante-là et qui étudiait ça pour le monde. Alors, il a effectivement confirmé que c'est en réalité deux espèces. Donc, il a décrit cette nouvelle espèce et me l'a dédiée. Et cette espèce donc s'appelle, à partir de l'année dernière, Borassus akeasii. Ceci est Crossopteryx febrifuga. C'est une rubiacée. Rubiacée parce que les feuilles sont opposées, simple, stipulée, avec l'infructescence que nous avons ici. L'infructescence c'est une cyme avec des fruits capsulaires. C'est un arbuste de 5 à 7 mètres de hauteur. Maintenant, en médecine traditionnelle, les rameaux ici, nous voyons ici feuillés, on en fait une décoction et qu'on donne à boire aux dames qui sont donc stériles. Donc c'est un médicament contre la stérilité. Et bon, ça donne seulement aux femmes. Comme on le sait chez nous ici, chez nous en Afrique, quand il y a dans une famille et qu'il n'y a pas d'enfant, on accuse toujours la dame d'être stérile et non jamais l'homme. Donc c'est à la dame qu'on donne à boire. Ici, nous sommes en présence de ficus. Les fruits sont des figues. Et l'utilisation de cette plante en médecine traditionnelle, c'est que quand vous avez une dame qui a accouché et qui n'a pas assez de lait pour le bébé, on prend les racines et on fait une décoction avec ces racines. On obtient donc un liquide brunâtre et qu'on donne à boire à la maman. Et le lendemain, cette maman a du lait en abondance pour son bébé. C'est une annonacée, la même famille que le corosolier. Alors la caractéristique de cette plante, vous voyez que les feuilles, elles sont alternes et distiques, et c'est toujours des plantes ligneuses. Les fleurs ressemblent aux fleurs au type 3, c'est-à-dire il y a 3 sépales. Mais dans la corolle,
il y a 6 pétales en 2 séries de 3. Le fruit est apocarpe, c'est-à-dire les carpelles, quand la fleur sèche, les carpelles apparaissent, mais libres, les carpelles sont libres au lieu d'être soudées. C'est ça, c'est la caractéristique de cette famille-là. Maintenant, l'utilisation thérapeutique de cette plante, on fait une décoction avec les feuilles, sèches ou fraîches, une décoction. Et quand vous avez l'insomnie, vous buvez cette décoction, ça vous relâche et puis vous dormez correctement. Une autre utilisation, c'est ça c'est pour les fumeurs. Alors si vous voulez plus fumer, vous prenez une de ces racines, vous mâchez, et puis vous avalez l'extrait. Et à partir de ce jour-là, quand vous voyez la cigarette, vous n'avez même plus envie de fumer. Et ainsi, on laisse tomber la cigarette. Piliostigma toningi. Et c'est une plante qui est très caractéristique des savanes. Ici, en pays baoulé, la plante s'appelle Gamala. Au point de vue sanitaire, comme médecine traditionnelle, on fait une décoction avec les jeunes feuilles comme hypoglycémia. Au mois de février, la plante perd complètement ses feuilles et les renouvelle. Et ce sont ces jeunes feuilles qu'il faut cueillir, bien les sécher à l'ombre, et puis on peut les garder et en prendre pour la décoction quand on veut. Alors on boit un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir, et votre taux de sucre diminue. Quand on fait sécher au soleil, donc ça perd ses principes par l'insolation. Oui, alors on peut les sécher donc peut-être au climatiseur ou bien au village dans une case en construction qui est couverte. On fait sécher là-dessus. Vous savez maintenant, il y a beaucoup de produits à base d'aloe, mais qui viennent des États-Unis, surtout pour les maladies de peau. Et voilà l'espèce que nous avons dans les savanes ivoiriennes, c'est ça. Donc ça s'appelle Aloe buetneri. Quand vous coupez le fruit et la feuille, il y a un jus gluant que l'on utilise contre les maladies de peau également chez nous. Tu vois? Voilà. Oui. On l'utilise quand c'est frais, ça vient tout de suite gluant et puis on applique sur la partie malade. Bon, je sens un peu la fatigue et j'ai mal à la tête. Bon, je suis venue payer des médicaments pour faire bouillir, pour boire. Je me suis renseignée au village, les parents qui m'ont dit ça, qui m'ont informé que c'est très bon pour la fatigue, le palu, ça soigne au moins 32 maladies. C'est pour cela que je suis venue acheter. Ça là, on frotte dans l'eau froide, tu laisses un peu au soleil. Quand tu regardes que tu mets ta main dans l'eau là, si c'est un peu tiède là, tu le laves avec 7 fois. Mais ça coûte 100 francs. Nous sommes une association dénommée GPMC. Cette association est créée pour aider la population à se soigner. Les bols sont vendus à 100 francs. Ça dépend de la maladie. Vous-même, vous voyez dans les marchés, les femmes vendeuses de plantes médicinales, vous les voyez dans tous les marchés là, sont nos membres. Leur table
où il y a les plantes fraîches dessus là. C'est ça qui est notre pharmacie. Donc, toutes les femmes que vous les voyez derrière les tables là, elles soignent. Ça soigne c'est. Ça soigne plaie de ventre. Ça soigne fièvre typhoïde. Ça, quelqu'un qui est fatigué, c'est vitamine. On prépare, on fait sauce et mange. Ça donne force, c'est vitamine. C'est fait de manioc. Moi, je suis spécialisée pour les femmes enceintes. Il y a d'autres aussi qui sont pédiatres. Il y en a aussi qui soignent le UTR, le palu. Il y en a qui soignent le diabète. Il y en a qui soignent la tension. En tout cas, tout ce que la médecine moderne fait, nous on fait. On s'est regroupés pour mettre notre savoir-faire ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire tout. Donc on travaille en groupe. C'est pourquoi on dit on soigne un peu de tout. Sinon, ce n'est pas une seule personne qui soigne un peu de tout. Avec le professeur Akeyasi, aujourd'hui nous arrivons à connaître le nom de ces plantes scientifiques. Par exemple, moi je suis une femme Yakoba. Mon patient n'est pas Yakoba. Je suis obligée de parler le français. Mais avec Akeyasi aujourd'hui, j'arrive à me retrouver. C'est la première fois que vous venez à Grasse? Je suis venu ici il y a peut-être plus d'une trentaine d'années. À Grasse? Oui. Ah bon? Et pour les plantes, toujours pour l'aromathérapie? Oui. Je sais que vous avez beaucoup d'humilité, mais vous êtes un grand monsieur de la botanique. Hein, comme on a connu dans d'autres temps ici, les De Candolle, les Juillet, les Mangenot, tous ces grands noms, hein, et vous êtes dans cette lignée. Et actuellement, c'est vrai que la botanique a peut-être une tendance à être abandonnée, hein, mais vous êtes là pour la défendre, vous avez été là pour nous apprendre à l'aimer. Et vous voyez un congrès comme ici, il y a quand même 350 participants qui sont venus sur le sujet portant sur l'Afrique. Merci. Ouais. Ah, ouais. C'est lors d'une excursion botanique avec le professeur Aruna Keïta et le professeur Laurent Ake, qui avait été invité à l'occasion à Bamako, que j'ai eu la chance de le connaître, de profiter aussi de ses expertises pour l'identification de certaines plantes qui devaient faire l'objet de ma thèse d'exercice. Et là, j'avoue que le professeur Ake Assi, nous lui souhaitons une longue vie en tant que cette grande bibliothèque que nous avons en Afrique occidentale en matière de botanique. Non seulement pour nous aider à identifier, à continuer à identifier les plantes, mais aussi pour former les jeunes générations dans nos universités, pour montrer toute l'importance qu'a cette discipline qui est la botanique. J'ai connu le professeur Akassi quand j'étais professeur à la faculté de Dakar, et on a visité la Côte d'Ivoire, on a visité tout son jardin botanique, tout ce qu'il a fait sur l'Afrique, et je me suis aperçu bien sûr qu'il répertoriait toutes les plantes de Côte d'Ivoire et qu'il connaissait toutes les plantes beaucoup mieux que les autres botanistes, et qu'il était capable en effet de garder dans sa mémoire toutes ces plantes qui étaient très importantes pour la pharmacopée traditionnelle. Alors, il était normal qu'on l'invite directement à tous les congrès. Je trouve d'ailleurs qu'il n'est pas invité assez souvent dans les congrès où on parle des plantes médicinales, car il apporte à chaque fois des tas de connaissances que les autres ne connaissent plus. En particulier, il a rencontré tous les tradipraticiens et il sait pourquoi on utilise ces plantes. Il peut vous promener dans une forêt et vous serez passionné, vous ne pourrez jamais vous en sortir et vous n'aurez jamais envie de partir. Alors, je vais parler par exemple ce soir des hépatites. Eh bien, dans les hépatites, on utilise des produits énormes pour les hépatites chroniques qui sont l'interféron, la ribavirine, qui se donnent des tas d'inconvénients, alors qu'il y a des plantes qui existent toujours, qui sont utilisées aux Indes et dans d'autres pays, en Afrique aussi, pour soigner les hépatites et qui peuvent résoudre le problème des hépatites chroniques aussi bien que l'interféron. Les gens veulent des molécules pures, chimiques, etc., faites par synthèse. Maintenant, ils préfèrent faire ça, c'est plus simple à utiliser qu'utiliser parfois une plante
où il y a un mélange de produits et les gens sont réticents parce qu'ils pensent que ce mélange de produits n'est pas exactement le principe actif, alors que parfois, justement, le mélange potentialise l'effet du principe actif. Henri, et tu vas introduire notre premier conférencier. Ce que je vais présenter, comment on utilise les plantes au village. Je ne présenterai pas comme les spécialistes pharmaciens et médecins ont présenté leur communication. Alors, nous avons ici, c'est Bucoldia coriacea. Quand une dame atteint d'accoucher et qu'elle a des difficultés, on écrase une graine, on en fait une pâte et on passe sur le ventre de la parturiente et elle libère dans les minutes qui suivent. Voilà. Akeasi. J'ai eu la chance d'effectuer avec lui une mission, je crois que c'était en 1984, à la Dominique et à la Guadeloupe, dans le cadre des missions de l'Agence de coopération culturelle et technique pour faire des études qui étaient chargées de faire des études un peu ethnobotaniques des pays francophones. Et on a passé comme ça une quinzaine de jours à la Dominique et à la Guadeloupe, et j'ai pu découvrir, en plus de ces capacités de déterminateur de plantes, de ses connaissances, j'ai pu découvrir comment il était agréable sur le terrain et comment il reconnaissait dans un milieu qui n'était pas le sien, parce que lui, c'est l'Afrique de l'Ouest qu'il connaissait profondément. Et là, en Amérique centrale, à la Dominique, il déterminait les espèces aussi bien que nous tous, que tous les autres qui étions, nous, plutôt spécialistes de la flore des Antilles. Et tu l'as déterminé, ça? Non. Ah bon? Non, je suis venu avec. Ah. Je suis venu avec parce que je n'ai pas pu identifier l'endroit. Ça n'a pas l'air d'être les mêmes poils, hein, quand même. On peut prendre différents vers le sommet. Là. Quand tu regardes là les poils, et quand tu regardes ici, oh, je sais pas. Oui, tu vois le calice. Le calice est enflé. Oui, comme ici, je trouve que celui que j'ai récolté en Guadeloupe en 1977, ça fait déjà un moment, c'est très certainement un QFA cartaginensis. Oui. Et le tien, ça peut être un autre QFA. Oui. On va aller voir à l'herbier, à l'herbier d'Afrique. À l'herbier d'Amérique, c'est sûr que nous, on peut faire un tour à l'herbier d'Amérique, mais à l'herbier d'Afrique, on va regarder ce qu'il y a comme QFA et voir si ton spécimen à toi ne correspond pas un peu à ça. Et comme ça, tu aurais déterminé tous tes spécimens. Les feuilles là sont beaucoup plus grandes que mon spécimen à moi, mais ressemblent beaucoup à ton spécimen. Il y a toutes les tailles. Hein. Ah oui, là aussi, là, on a bien. Oui. Tu es convaincu? Oui. Ça, c'est un truc que j'ai ramassé en 1973. C'est de la même manière que j'ai identifié Eupatorium odoratum. Ah oui. C'est comme ça. Hein. Oui. C'est presque des hasards. Hein. Oui. C'est ce que je vous ai raconté hier avec Braque. Oui. C'est la fin qui est arrivée comme ça. C'est bien. Le spécimen est bien. Bon, enfin, je pense que tu connais l'endroit où tu l'as trouvé. Oui. Et tu l'as. Il est en fleurs. Il y a des inflorescences un peu âgées. Ouais, non, c'est bien. Bon, tu peux peut-être prendre l'étiquette là avec beaucoup d'écriture. Ah oui. Mais en définitive, c'est QFA. QFA, c'est une litracée. Oui. Bon, je remets ça à sa place. Oui. On se demande pourquoi il est apparu là. Oui. C'est quelqu'un qui a été chercher quelque part, qui l'a apporté là, ou bien c'est... Vraiment que ça voyage bien, hein, ces trucs-là. On va monter, on va aller au niveau.
elle serait nouvelle pour la Côte d'Ivoire, oui, oui. Mais peut-être nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest aussi. Oui. Puisqu'on n'a aucun matériel non, pour l'Afrique. Non. Ce serait intéressant de voir, parce qu'il y en a un de Madagascar. Oui. Et c'est tout, c'est tout ça. Ok. Ouais, mais en attendant, moi je le mets de côté. Oui. Et puis on va voir. Hein. Moi, je n'avais jamais vu cette plante-là. Et tout de suite, moi, je l'ai identifiée comme étant un Cymodocea. Cymodocea, c'est de la famille des Aniculiacées. C'est sous ce nom que je l'appelais avant d'aller à Paris. Et donc, à Paris... Ah, oui, voilà. Oui, c'est ce qu'on a vu là-bas. Suivant les caractères que porte la plante, Jérémie a dit que non, ce n'était pas cette famille-là. Lui m'a dit que c'est une Alismatacée. Mais le genre n'est pas connu de lui. Et c'est pour cette raison qu'il nous a dit qu'il était possible d'avoir les plantes vivantes afin de la faire fleurir et identifier à partir de ces fleurs. Comme vous le savez bien, toutes les plantes d'une région doivent être connues. Et ce n'est pas normal qu'une plante qui pousse sous notre bandamment, qu'on ne puisse pas identifier et qu'on ne puisse pas lui donner un nom. C'est une plante à stolons. Les stolons, c'est ça, c'est une tige qui est couchée à la surface de la terre et la tige s'enracine à tous les nœuds. Et à chaque nœud part donc une rosette de feuilles. Et ainsi de suite, le stolon repart, arrive ici, et met des racines, et des racines partent une autre rosette. Et ainsi de suite, la plante envahit une surface. Cet organe, plus tard, va donner une fleur. Et donc c'est un bouton floral que nous voyons ici. Mais il est aussi bien que nous envoyons cet échantillon aux spécialistes parisiens pour qu'il essaie, lui, à sa façon, de la faire fleurir, soit en serre et dans les aquariums. Quand on fait pousser la forêt qui gagne sur la savane, les espèces de savane disparaissent. Et donc on perd la biodiversité de cette unité floristique. Au cours de ma 4e année d'études, il était question de déterminer un sujet de thèse. Et je regardais parmi tout ce qu'on avait l'habitude, les gens avaient l'habitude de traiter, c'était très souvent l'effet de médicaments sur des organes, ou bien les circuits de distribution, ou bien les circuits de commercialisation. Bon, je dis moi, qu'est-ce qui a été fait pour les petits éleveurs? J'ai eu 111 recettes à partir de 81 espèces végétales. J'ai organisé ces plantes en différentes catégories. Il y a des plantes qui ont un rôle d'apport de vitamines. Il y en a qui sont utilisées pour leur rôle lutter contre les vers, donc vermifuges. Il y a certaines plantes, catégories de plantes qui sont utilisées comme antidiarrhéiques. Et il y en a qui sont utilisées pour la reproduction en quelque sorte. Reproduction et production de lait, donc galactophore. Ma maman, c'est notre petite maman. Vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Elle a tout fait. Papa était tout le temps en voyage. Il ne faisait pas plus d'1 mois à la maison. Et si elle n'avait pas été là, je pense qu'on ne saurait pas ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les pratiquement tous les enfants du professeur sont mariés. Il a en tout 7 enfants, dont un garçon. Et toutes les filles aujourd'hui sont mariées. Et la maman, on ne peut pas dire qu'elle est sévère, non.
De par sa présence, on est déjà rassuré, on n'a même pas eu de problème avec elle. Et elle peut le dire, elle n'a jamais eu de problème quelconque avec un enfant, ni à l'extérieur par rapport à son enfant, jamais. Donc je ne sais pas comment ça se fait, mais elle a eu, comme on dit, ils ont eu la chance. Organe reproducteur femelle. Ovaire. Style. Stigmate. On va avancer. Répartition des sexes.